Bonjour, donc nous allons démarrer le dernier webinaire de la session des webinaires organisés dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme. Nous accueillons donc le dernier thème qui est sur les processus développementaux et l'autisme. C'est le docteur Lemonnier, pédopsychiatre et directeur médical du CRA Limousin, qui va clôturer tous ces événements. Donc, vous pouvez poser vos questions et réponses dans le cadre de l'onglet Q et R que vous avez en bas de votre écran. Évitez de le faire dans le fil de discussion puisque c'est notre documentaliste Nicolas Romiguière qui prendra la parole au terme de l'intervention du docteur Lemonnier et qui, via l'onglet QR, pourra prendre connaissance de vos questions. Donc, nous vous remercions encore de votre participation. Vous pourrez laisser des commentaires au terme du webinaire dans l'enquête de satisfaction. Il vous sera possible aussi d'indiquer des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés sur une seconde session de webinaire qui sera organisée en fin d'année avec d'autres partenaires. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Lemonnier et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Oui, bonjour. C'est très difficile de parler en aveugle, donc je vais essayer de dérouler les choses. Je vais appuyer mon propos sur un PowerPoint avec beaucoup trop de diapositives pour le temps qu'on a et qui sont un peu plus complets que le seul thème que je souhaitais, que je vous proposais d'aborder aujourd'hui. Donc, le diagnostic d'autisme est un diagnostic clinique aujourd'hui. On voit, alors on va se placer dans la situation de voir des enfants, mais on pourrait le généraliser. On voit des enfants qui ont des difficultés développementales. C'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes amenés à voir des enfants. Et dans un premier temps, on observe le développement de l'enfant, développement psychomoteur, développement psychoaffectif, développement du langage, de la communication et enfin développement psychocognitif. Dès lors, il y a trois situations qui s'offrent à nous. Soit on a une atteinte de l'ensemble des champs du développement, les quatre, et on a une homogénéité du retard, et ça renvoie à la notion de retard mental. Soit on a une atteinte spécifique d'un seul des champs du développement. Psychomoteur, ça peut être de la dyspraxie. Psychoaffectif, ça peut être tous les troubles de la pédopsychiatrie classique, anxieux, dépressif. Langage, communication, de la dysphasie. Psychocognitif, par exemple, des troubles de l'attention. C'est des troubles spécifiques. Enfin, on a une atteinte de l'ensemble des champs du développement, mais c'est très hétérogène, et cette hétérogénéité est très variable au fil du temps. Et à ce moment-là, ça renvoie aux troubles envahissants du développement. Et dans les troubles envahissants du développement, je suis désolé, cette diapositive est un peu ancienne, c'est la CIM-10, j'aurais pu mettre la CIM-11, on avait l'autisme infantile, l'autisme atypique, le syndrome de Rett, le syndrome d'Asperger et les autres troubles envahissants du développement. Et aujourd'hui, on a regroupé, le syndrome de Rett est spécifique, on a regroupé autisme infantile, autisme atypique, syndrome d'Asperger et autres troubles envahissants de développement sous l'unique proposition qui est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, j'avance un peu, encore une fois, on ne va pas pouvoir avoir toutes les diapositives. Le diagnostic d'autisme, dès lors, va reposer sur l'observation d'un certain nombre de symptômes. Et il faut, dès à présent, avoir bien présent à l'esprit que c'est suffisamment de symptômes, suffisamment longtemps, qui va nous permettre de retenir le diagnostic. Et dans ces symptômes, on va retrouver des symptômes qui concernent les interactions sociales réciproques. Par exemple, l'absence d'utilisation adéquate du contact oculaire, de l'expression faciale, de l'attitude corporelle, de la gestualité pour réguler qui est important là, pour réguler les interactions sociales. La capacité à développer des relations avec les pairs, impliquant un partage mutuel d'intérêts, d'activités, d'émotions. Manque de réciprocité socio-émotionnelle qui se traduit par une réponse altérée ou déviante aux émotions d'autrui. Manque de modulation du comportement selon le contexte social. Faible intégration des comportements sociaux, émotionnels, communicatifs. Cet aspect-là est un aspect qui peut être très comment dirais-je, très marquant, très fort. Les parents, une maman triste qui pleure et un enfant qui en face d'elle se met à rire, immanquablement, la maman va se poser la question pourquoi elle n'a pas la capacité à faire partager ses émotions avec ses enfants. Et en fait, l'enfant, il n'a pas encore appris, il n'a pas encore compris à ce moment-là que quand on pleure, on est triste. Et donc, maman, après tout, elle fait une grimace quand elle pleure, et une grimace, c'est rigolo. Donc, voilà, ça peut marquer très. Je veux dire que les enfants autistes, par le fait qu'ils ne répondent pas de la manière dont on attend qu'ils répondent,
peuvent marquer d'une façon très importante les capacités d'interaction et de parentalité que l'on peut avoir. On continue dans les interactions sociales réciproques. Il ne cherche pas spontanément à partager ses plaisirs, ses intérêts, ses succès avec d'autres personnes. Donc, on doit avoir des symptômes qui appartiennent à ces registres-là. Au moins un ou deux symptômes de tous les symptômes qu'on a pu évoquer dans les 4 diapositives précédentes. Et puis, il faudra aussi des troubles de la communication. Ça peut être une retard ou une absence totale de développement du langage, sans tentative pour communiquer par le geste ou la mimique. Et c'est ça qui est très important. Les enfants qui ont un retard simple de langage, ou des enfants qui ont un retard de langage lié à une dysphasie, ils vont tenter de communiquer. Ils vont utiliser les gestes, ils vont utiliser des dessins, mais les enfants autistes, ils n'essayent même pas. Ils ne savent même pas à quoi sert la communication à ce moment-là. L'incapacité engagée à maintenir une conversation comportant un échange réciproque avec d'autres personnes, quel que soit le niveau de langage atteint. Alors là encore, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'enfants autistes, d'adolescents, d'adultes autistes ont des sujets d'intérêt dans lesquels ils deviennent très, très experts. Et quand on parle de ces sujets d'intérêt, oui, là, on peut avoir le sentiment d'avoir une conversation avec eux, c'est-à-dire qu'il y a des tours de parole. Cependant, on ne pourra pas sortir de ce champ d'intérêt. On n'aura pas une conversation telle qu'on l'entend dans la vie quotidienne, qui est qu'on passe d'un sujet à l'autre et les tours de parole tournent sans qu'on reste nécessairement fixé sur un seul sujet. Ce peut être aussi une utilisation stéréotypée, répétitive du langage, l'utilisation idiosyncratique de mots ou de phrases. L'idiosyncrasie, c'est la construction personnelle. Beaucoup des mots d'enfant sont idiosyncratiques. Un enfant n'a pas le mot forêt, c'est une pluie d'arbres. Ça, c'est une construction typiquement idiosyncratique. Une absence de jeu de faire semblant, varié, spontané, une absence de jeu d'imitation sociale. Parfois, les enfants autistes imitent ce qu'on fait. Ils viennent faire la cuisine avec nous, ils viennent bricoler avec nous. Ils ne le reprennent pas toujours dans un jeu. Ils sont strictement limités dans cette imitation-là. Le jeu de faire semblant, ça serait exactement dans cette définition-là. Et donc, on aura aussi un certain nombre de symptômes qui appartiennent au registre des troubles de la communication qu'on vient de voir. Enfin, à côté de ces types de symptômes, il y aura un troisième type de symptômes qui sont les caractères restreints, répétitifs et stéréotypés des comportements, des intérêts ou des activités. Ça peut être évidemment la préoccupation marquée pour un ou plusieurs centres d'intérêt, stéréotypé, restreint. Restreint, ça veut dire qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Et alors, il est quand même très rare d'avoir un intérêt restreint qui dure tout le temps. Donc, la plupart du temps, c'est des intérêts restreints qui durent quelques temps, 3 semaines, 1 mois, 3 mois parfois. Mais on a beaucoup de mal à sortir l'enfant de ces centres d'intérêt-là pour s'intéresser à autre chose. Ça peut être aussi des intérêts qui sont anormaux par leur intensité, leur caractère limité. Ce peut être également des adhésions apparemment compulsives à des habituels, à des rituels spécifiques, non fonctionnels. Ils répètent exactement les choses dans le même ordre, toujours de la même façon. Ce n'est pas vraiment des troubles obsessionnels compulsifs au sens où on l'entend chez les personnes qui ont strictement que des troubles obsessionnels compulsifs. Il n'y a pas cette dimension de nécessité absolue à faire les choses, et sans quoi je suis dans une situation de très grande anxiété. Là, il y a une habitude de vie qui fait qu'on répète les mêmes choses d'une façon qui peut sembler très ritualisée. On observe aussi des maniérismes moteurs, stéréotypés, répétitifs, battements ou torsions des mains, mouvements des doigts, mouvements complexes de tout le corps. Ces maniérismes apparaissent à plusieurs moments. Chez des très très jeunes enfants autistes qui n'ont pas du tout avancé dans leur développement, on peut observer des mouvements de doigts devant les yeux, ce qu'on appelle le mouvement de l'éventail. C'est de la stimulation. Ils s'autostimulent. Ils ont tellement peu de choses à leur disposition que ceci vaut stimulation, si je peux dire ça comme ça. On a des stéréotypies qui apparaissent plus volontiers dans les moments d'émotion. Quand l'émotion est trop forte, on perd le contrôle, on agite les bras, on tourne sur lui-même. Et puis on a des stéréotypies qui apparaissent dans des moments de récupération, et là qui concernent vraiment toutes les personnes autistes, notamment les adultes autistes de bon niveau. Quand ils ont passé une journée épuisante, ils ont besoin d'un moment de récupération dans lequel ils vont faire des activités très répétitives, très stéréotypées. Et parfois, ce sont des stéréotypies motrices. Je me souviens d'une patiente comme ça qui
qui m'expliquait que le soir, en rentrant de la faculté, il fallait qu'elle parte courir. Et donc, elle partait courir d'une façon très automatique, en verbalisant en même temps, et pendant 1 heure. Et puis, elle rentrait chez elle, apaisée, avec à nouveau des capacités à pouvoir reprendre son travail. On observe aussi des préoccupations pour certaines parties d'objets, pour des éléments non fonctionnels, le matériel de jeu. Ils peuvent sentir les objets, ils sont intéressés par la texture des objets, par les bruits, les vibrations d'une prise. Ils observent les objets sous un angle particulier, ils font tourner les roues des petites voitures. Toute une série de comportements comme ça. Donc, retenons bien, l'autisme, c'est le diagnostic sera retenu parce qu'on aura observé suffisamment de symptômes. Et puis j'ajoute qu'il faut que ces symptômes soient présents jusqu'à l'âge de 5 ans, et je vais avancer un peu plus loin dans mes diapositives pour éclairer ce propos. Voilà. Là, vous avez une diapositive qui montre la présence d'un certain nombre de symptômes recueillis avec un questionnaire réalisé avec les parents, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, d'enfants qui ont été diagnostiqués autistes par la suite. Et si on regarde la présence de ces symptômes, on s'aperçoit qu'à 2 ans, par exemple, des enfants qui ne sont pas autistes n'ont pas de gestes instrumentaux, 53% d'entre eux. 70%, 69,23% n'imitent pas spontanément les actions des autres. 53% n'ont pas de jeu imaginatif. Et si à 3 ans, on est encore à 30% d'absence de gestes instrumentaux, à 30% d'absence d'imitation spontanée d'action, à 30% d'absence de jeu imaginatif. Ce que je veux dire, c'est que si on fait cette étude-là et qu'on regarde à l'âge de 3 ans combien d'enfants qui n'auront pas été diagnostiqués autistes par la suite, ou pour lesquels on pense qu'ils ne sont pas autistes, qui ont sans doute des difficultés de type de langage ou de retard, présentent des symptômes de l'autisme, on a environ 30% des enfants à 3 ans qui sont dans des difficultés, qui ne sont pas de l'autisme, mais qui se traduisent par la même symptomatologie. Et donc, il est nécessaire, quand on fait un diagnostic d'autisme, et on le fait de plus en plus tôt, et heureusement, ça nous permet d'organiser des prises en charge de plus en plus précoces et d'améliorer le pronostic ce faisant, mais il est nécessaire, quand on fait un diagnostic à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, de confirmer le diagnostic à l'âge de 5 ans. Et ce travail de 2011 montre bien que la stabilité du diagnostic entre 12 mois et 7 ans, on voit bien que elle n'est pas complète. Il y a 76% d'enfants qui ont été diagnostiqués entre 12 et 24 mois et qui auront la confirmation du diagnostic à 7 ans. Mais il y en a quand même un certain nombre qui se retrouvent dans d'autres catégories de diagnostic. Et de la même façon, il y a des enfants qu'on n'avait pas repérés comme autistes au départ, qui se retrouvent autistes un peu plus tard. Alors, je vais rester sur cette diapositive et je vais continuer mon propos avant de passer aux diapositives suivantes. Donc, je résume la situation. Est considéré comme autiste un enfant qui présente suffisamment de symptômes, suffisamment longtemps. Ce diagnostic ne nous dit rien d'autre que cela. Il ne nous dit pas du tout comment ça va se passer, quelle est l'évolution qu'aura cet enfant, quel est le pronostic. Et quand on observe des adultes autistes, on observe des situations très contrastées. On observe des adultes qui sont ingénieurs, qui sont professeurs, qui sont paysans, qui sont ouvriers. Enfin, on observe l'ensemble des activités de la vie. Et puis, on observe des adultes qui sont très, très handicapés, qui sont dans des institutions avec une très grande perte, difficulté d'autonomie. Donc, l'autisme diagnostique ne nous dit rien du pronostic. On pourrait ajouter que quand on voit les autistes, on a l'impression qu'ils sont tous différents les uns des autres, dans leur façon d'être, dans leur personnalité, dans leur organisation au monde. Oui, bien sûr, l'autisme, ce n'est pas une condition à être tous pareils. D'autre part, il n'y a pas de lien entre le diagnostic d'autisme et le niveau intellectuel. On observe des autistes qui ont un niveau intellectuel très, très bon, avec une précocité intellectuelle éventuellement. On a une forte proportion d'autistes qui ont un niveau intellectuel moyen, normal, entre 80 et 120. Et puis, on a environ 20% des enfants autistes qui ont un retard mental associé. Donc, l'autisme ne nous dit rien du pronostic et il ne nous dit rien non plus du niveau intellectuel. Il s'agit de troubles neurodéveloppementaux. Ça veut dire quoi? Et là, là-dessus, tout le monde est d'accord. Même si derrière, on ne met pas tous
les mêmes choses autour. Neurodéveloppementaux, ça veut dire que très précocement, avant la naissance, il y a quelque chose qui se joue dans le développement du cerveau qui fait que ces enfants naissent autistes. Alors, on va essayer de creuser cette question ensemble. Voilà. Ce qu'on observe dans l'autisme, c'est que tous les processus de maturation, d'apprentissage implicite, sont susceptibles d'être particuliers, d'être modifiés, de ne pas se dérouler comme on l'attend, c'est-à-dire pas de se dérouler sur un mode implicite. On observe quand même une assez grande différence, c'est-à-dire que, je reviendrai là-dessus un peu plus loin, mais par exemple, 60% des enfants autistes ont du mal à s'endormir parce qu'ils n'ont pas de mélatonine. Et la mélatonine est une hormone qui se met en place au fil de la première année de vie, pour être en place à la fin de la première année de vie, et qui permet l'endormissement. Et donc, 60% des enfants autistes ont du mal à s'endormir après un an. Et parce qu'ils n'ont pas de mélatonine, et ça permet éventuellement d'intervenir en proposant un traitement par mélatonine. Mais ça veut dire aussi que 40% d'entre eux mettent en place ce rythme de sécrétion de mélatonine. Donc, vous voyez, ces processus de maturation, d'apprentissage implicite, ils sont très divers, ils intéressent beaucoup de régions du cerveau différentes, et l'autisme n'est pas une atteinte de l'ensemble systématiquement de tous ces processus. Et considéré comme un apprentissage implicite, c'est un apprentissage qu'on fait sans avoir conscience de le faire, qui se fait au fil de la répétition dans des contextes un peu différents. Alors, comment se met en place un apprentissage implicite? Il faut 5 conditions qui sont résumées sur cette diapositive: l'imitation, la répétition, la diversification, la hiérarchisation des informations contextuelles, et puis la facilitation. Par la facilitation. Intéressons-nous un instant à l'imitation, c'est une chose importante. Un enfant, à la naissance, est capable d'imiter d'une façon très convenable. On a là les travaux de Metzov qui datent des années 80, qui nous montrent très bien que le petit môme qui est devant lui a 2 heures de vie, et vous voyez que quand Metzov tire la langue, l'enfant tire la langue, quand il ouvre la bouche, il ouvre la bouche, quand il fait une grimace, l'enfant fait la même grimace. Cette capacité d'imitation n'est pas spécifique à l'espèce humaine. On observe exactement la même chose avec un petit singe. Cette capacité d'imitation n'est pas limitée à la seule naissance ou les seules heures après la naissance. Elle se poursuit longuement dans la vie. Et là, on a un petit garçon un peu plus âgé, qui est sur les genoux de maman et qui imite très bien la psychologue qui est en face de lui, qui regarde un objet. Voilà. Et vous voyez sur cette diapositive que l'imitation, elle dure. Et on a un exemple. Et enfin, elle dure très longtemps. Je reviens à mes apprentissages implicites. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la naissance, le petit bébé imite très bien. Et les petits enfants autistes imitent comme les autres. Donc, ça veut dire que 2 heures après l'accouchement, quand maman se penche pour la première fois sur le berceau de son petit bébé et qu'elle lui sourit, le petit bébé lui sourit. Ça alimente immédiatement chez les mamans l'idée que ce petit enfant l'a reconnu et que c'est donc elle est bien positionnée en tant que mère de ce petit enfant. Et ça, c'est très important que la maman pense ça. Est-ce que le bébé l'a authentiquement reconnu ou pas? Est-ce qu'il l'imite? Le débat reste très ouvert. En tous les cas, il a imité, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire, maman, après? Toute la journée, elle va, à chaque occasion, de changer, de téter, de présentation de l'enfant aux visiteurs, elle va recommencer cette situation de lui sourire, et l'enfant va sourire, et puis il va sourire aux autres personnes qui vont se présenter, qui vont s'approcher suffisamment. Et donc, il va répéter cette même scène un certain nombre de fois, 20 fois par jour avec maman, puis avec d'autres personnes, il va la diversifier, avec papa, avec la sage-femme, avec les grands-parents, avec les amis. On va l'encourager à faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire ça, maman va être très heureuse d'être connue, donc elle va le dire, et donc ça va être un moment très joyeux de participation active, de l'échange à ce moment-là. Ça va renforcer chez le bébé l'idée que ça fonctionne bien après tout. Et puis, il va... excusez-moi.
il va imiter, répéter, diversifier. Mais il a une autre condition pour laquelle il faut que ça se mette en place. Il va apprendre à cette occasion, le bébé, que quand on est en relation avec les humains, on se regarde dans les yeux. Voilà un des premiers apprentissages, enfin un apprentissage implicite. Tout se met en place en même temps, hein, ce n'est pas la même vitesse, mais en même temps. Et donc cet apprentissage implicite-là, il va reposer sur le fait qu'il imite, qu'on a répété longuement avec lui, qu'on a diversifié, qu'on a encouragé, et aussi parce qu'il peut hiérarchiser les informations contextuelles. C'est-à-dire que quand il voit un visage humain, le petit bébé, il voit des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, un front, un menton, des pommettes, et il va focaliser sur les yeux. Il va, de ce contexte complexe qu'est un visage humain, il va dégager au fur et à mesure des répétitions ce qui fait commun, c'est-à-dire les yeux, le regard. Et c'est à ce moment-là qu'il arrivera à comprendre que quand on est en relation avec les humains, qu'il aura appris que quand on est en relation avec les humains, on se regarde dans les yeux. Et bien, ces apprentissages implicites ne se mettent pas en place chez les enfants autistes parce qu'ils n'arrivent pas à hiérarchiser les informations contextuelles. Alors, ce terme de hiérarchisation n'est peut-être pas le meilleur qu'on puisse adopter sur cette question. Il y a sûrement une participation de l'attention, mais ce n'est pas suffisant. Il y a comment je repère les éléments communs dans des contextes très différents. Je résume ça sous le terme de hiérarchisation parce que c'est le terme qui m'a semblé le plus simple et le plus parlant. Et donc, les enfants autistes ont du mal à hiérarchiser les informations contextuelles. Et ceci a des conséquences importantes. Il a des conséquences sur l'ensemble des processus de maturation, d'apprentissage et sur le quotidien. Et donc, dans l'ensemble des processus de maturation et d'apprentissage, je repasse sur ces aspects-là, on a vu qu'il avait du mal avec tous les apprentissages implicites, les maturations implicites également. Et donc, ça veut dire concrètement que dans la vie quotidienne, il va falloir lui apprendre tout. Il va falloir lui rendre explicite tout ce qui est implicite. Les gamins autistes et les jeunes adultes autistes qu'on voit et qui ont très bien avancé dans leur développement, qui ont une forte habileté intellectuelle, ils apprennent. On a l'impression qu'ils apprendraient tout seuls. En fait, ils ont conscience d'apprendre des choses. Quand on en parle avec eux, oui, ils ont appris, mais ils ont eu conscience de l'apprendre. Ils ne l'ont pas appris d'une façon implicite. Cette utilisation du contexte intervient aussi dans d'autres processus de maturation. La maturation neurosensorielle, l'audition, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, l'audition, l'ouïe, pardon, l'odorat. Ce que l'on observe chez les patients autistes, et Motron disait ça très bien déjà depuis longtemps, c'est qu'ils ont un grain d'analyse plus fin que nous. Ils perçoivent mieux les odeurs, les textures, les goûts, les bruits. Ils perçoivent même parfois des bruits qu'on ne perçoit pas. J'ai un garçon qui demande à son père d'empêcher les chauves-souris de crier. C'est-à-dire qu'il entend les chauves-souris crier, il entend les ultrasons. Je vous prie de penser que si nous sommes en face d'un enfant qui est gêné par des bruits que nous n'entendons pas, ça ouvre chez nous des questions très complexes autour éventuellement de processus hallucinatoires. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il entend bien authentiquement quelque chose. Ces processus de maturation neurosensorielle sont, là encore, des processus de maturation implicites à la lumière du contexte. On a l'exemple de la discrimination des phonèmes. Un bébé à la naissance est capable de faire la différence de toutes les phonèmes de toutes les langues du monde. Après tout, la génétique nous équipe à atterrir n'importe où sur la Terre. On est équipé pour ça, c'est assez bien fait. À l'âge de 6 mois à 1 an, l'enfant ne fera plus la différence entre les phonèmes de la langue maternelle. Ça veut donc dire, d'un point de vue de maturation, qu'il y a une réduction des capacités à la lumière du contexte langue maternelle. Ben, c'est cette lumière du contexte qui ne fonctionne pas chez ces enfants. Et il y a ce grain d'analyse plus fin. On avait fait, le travaux de Monica Silbovicius, c'était un travail très intéressant, il y a au moins une dizaine d'années de ça maintenant. Elle s'était intéressée à l'idée de voir comment on traitait l'information avec une IRL fonctionnelle dans le cerveau quand on entendait des sons d'origine humaine et des sons d'origine naturelle. Et elle avait fait cette expérience chez des autistes adultes de haut niveau droitiers et des témoins droitiers. Chez vous et moi, droitiers, en pensant qu'on était moins vous et moi, chez vous et moi, droitiers, quand elle nous fait entendre des sons d'origine naturelle, ça allume une région temporale droite. Et quand c'est des sons d'origine humaine, temporale gauche.
Et elle a observé que chez les personnes autistes, Asperger, adultes, droitières, les sons d'origine humaine, comme les sons d'origine naturelle, allumaient une région temporale droite. Elle en avait conclu qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement du sillon temporal supérieur gauche, c'était la région qui était normalement destinée à traiter les sons d'origine humaine. Malheureusement, elle a essayé de montrer qu'on pouvait diagnostiquer les enfants autistes en s'intéressant à cette région. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et une autre interprétation qu'on peut avoir de ces travaux, c'est que durant les processus développementaux, les personnes autistes n'ont pas dédié une région temporale supérieure gauche à traiter spécifiquement les sons d'origine humaine et qui traitent indifféremment les sons d'origine humaine et naturelle à droite. Toujours dans les processus de maturation, donc on a l'implicite, on a le neurosensoriel, le langage. La particularité du langage, c'est qu'il est polysémique. Un mot correspond à une série d'objets différents. Pour que nous puissions parler ensemble, il faut que l'on puisse être sûr de parler de la même chose. Ça veut donc dire qu'on a une représentation mentale qui est compatible avec cette polysémie. Eh bien, on ne construit pas cette compatibilité de la représentation mentale de la même façon si on est autiste et si on n'est pas autiste. Nous autres, on hiérarchise les informations. On a en permanence de nombreuses informations dans la tête. Si je prends un exemple, si je dis le mot fleur, chacun d'entre nous avons immédiatement quelques idées qui concernent les fleurs qui nous viennent à l'esprit. Et il est très vraisemblable que chez la plupart d'entre nous, ce n'est pas les mêmes. Si j'enchaîne fleur mariage, ben, c'était sans doute pas la première idée que vous avez eue quand j'ai dit fleur tout à l'heure. Mais en revanche, on a tous une scène de mariage avec le bouquet de roses blanches, les graineries à la sortie de l'église ou de la mairie, enfin, une scène de mariage. Donc, on passe notre temps à hiérarchiser, à trier des informations que nous avons présentes dans notre représentation mentale. Un enfant autiste de 14 ans qui parle très bien et à qui je pose la question quand je dis humain, qu'est-ce que tu vois, toi, comme image? Il me répond la texture de la peau. On a tous la même texture de peau. Ça veut dire qu'il construit une représentation mentale qui va rendre polysémique par les invariants. Qu'est-ce qui est commun? Ça marche très bien. C'est très habile. Jusqu'au jour où il va rencontrer une bestiole qui a la même texture de peau que nous. Et ça l'obligera à revoir son système de représentation mentale pour différencier bestiole et humain. C'est aussi ce qui éclaire un des paradoxes que l'on observe parfois chez les petits enfants autistes qui parlent très tôt, très vite et très bien. Ils ont un langage très châtié, très sophistiqué. Mais les mots les plus compliqués, les mots les plus techniques, ils n'ont pas de polysémie, ils veulent toujours dire la même chose. Donc quand ces enfants saisissent l'usage qu'on peut faire de ces mots, apprennent la définition de ces mots, aucun problème, ils l'utilisent très facilement. En revanche, les mots les plus simples, c'est plus compliqué parce qu'ils sont très polysémiques. Alors, à côté de ces processus que je range du côté des processus de maturation, on a le quotidien. Et dans le quotidien, tout ce qui nécessite de traiter le contexte, c'est compliqué. Les nuances dépendent du contexte. On a rendez-vous dans environ un quart d'heure, évidemment, ça dépend du contexte. Et donc, les nuances, c'est compliqué pour les personnes autistes. Ils ont du mal à construire les nuances. Ils sont dans tout ou rien, ils ne sont pas dans la gamme des gris clairs ou des gris foncés. Il y a des informations qui sont obligatoirement nuancées pour être traitées, ce sont les émotions. Les émotions ont ces particularités que quand elles sont trop fortes, elles nous empêchent de penser. On peut tétaniser l'angoisse. Mais pas seulement l'angoisse, le plaisir. Les supporters de matchs de football, ils sont tétanisés de bonheur, ils perdent le contrôle. Donc quand l'émotion est trop forte pour tout le monde, chacun d'entre nous, autiste ou pas autiste, ça réduit nos capacités à penser. Seulement, l'émotion est tout le temps présente. Ça veut donc dire que dans la perception qu'on en a, on la nuance. Et bien, si je ne peux pas nuancer les émotions, elles m'empêchent de penser. Et donc, les autistes essayent de se garder des émotions le plus possible. Et quand ils sont pris par des processus émotifs, ils perdent le contrôle, ils n'y arrivent pas. Alors, ceux d'entre eux qui fonctionnent assez bien nous racontent bien que ça leur prend quelques heures, quelques jours parfois, quelques semaines des fois même, pour arriver à nuancer intellectuellement l'émotion.
C'est-à-dire que c'est une nuance qui porte a posteriori et qui est intellectuelle, mais dans la perception qu'ils en ont, ils n'arrivent pas à nuancer. Je reviendrai là-dessus après. L'intentionnalité. Quand on est en relation les uns avec les autres, il faut qu'on se prête de la pensée. Et évidemment que je ne vous prête pas, je vous prête une idée, une pensée différente de la mienne et vous prêtez une pensée différente de la vôtre. Eh bien, les autistes ont du mal à prêter à l'autre une pensée différente de la leur. Ils pensent qu'on pense comme eux. Et ça a des conséquences importantes. D'abord dans les relations sociales qui doivent être fluides au fil de l'échange et qui ne sont pas toujours aussi fluides. Quand... Je suis désolé, j'ai perdu l'exemple que je cherchais, mais ça va me revenir. Le deuxième degré. Le deuxième degré, c'est compliqué pour les personnes autistes. C'est compliqué pour deux raisons complémentaires. C'est compliqué sans doute aussi pour partie pour les systèmes de représentation mentale. Je pense que si on a une représentation mentale qui associe l'humain à la texture de la peau, évidemment, les éléments du deuxième degré associés à l'humain ne seront pas présents facilement. Mais c'est aussi difficile parce qu'il faut qu'ils comprennent que l'interlocuteur est en train de dans le deuxième degré de moquerie, par exemple, qu'ils comprennent que l'interlocuteur est en train de se moquer, qu'ils lui prêtent une pensée différente, qu'il a changé de pensée entre le moment où il parlait juste avant et le moment où il fait une plaisanterie au deuxième degré. Et si je n'arrive pas à suivre ce changement d'intention, c'est très difficile. Donc, on voit bien que le deuxième degré, c'est très compliqué pour les personnes autistes. Et alors, c'est très difficile à percevoir. On les habitue, ils s'y font. Il y a des parents qui sont très au deuxième degré et bon, s'y font. Pour autant, eux, ils ne manient pas le deuxième degré. Ils sont au premier degré. Et ils sont, la plupart du temps, au premier degré sans nuance. Et donc, très souvent, ce que nous disent les jeunes enfants scolarisés, c'est des choses qui sont justes, mais qui sont au premier degré sans nuance, c'est-à-dire très brutes de décoffrage. L'attention, faire attention à quelque chose. Quand je suis en train de travailler, j'ai devant moi un texte que je lis, que je travaille, et puis il y a un oiseau qui passe par la fenêtre, je regarde l'oiseau. Mais je reviens au travail qui m'attend. Et ben, les autistes, ils n'arrivent pas à faire ça parce qu'ils passent du texte à l'oiseau et c'est fini. Ils n'ont pas en tête en même temps le travail qui les attendait auparavant. Et il faut les ramener à ce qu'ils font. Généraliser les apprentissages. Généraliser les apprentissages, c'est compliqué. Apprendre une chose dans un contexte, l'utiliser dans un autre contexte, ça ne va pas de soi. Il va falloir répéter dans des contextes différents. Parce qu'on répète dans des contextes différents, on accumule en mémoire. Et donc, les autistes ont très souvent une très bonne mémoire, parce que la mémoire leur sert pour compenser une partie de leurs difficultés. Et donc, ils travaillent beaucoup plus avec leur mémoire que nous. Je me rends compte que j'étais un tout petit peu... je reprends cette histoire d'implicite et de ces 5 éléments d'implicite. Je ne sais plus où il est mis. Il doit être tout au début, je suis désolé. Voilà. Si on regarde ça à nouveau, imitation, répétition, diversification, renforcement par la dernière phrase, davantage sur facilité, participation active du partenaire, renforcement, et hiérarchisation des informations contextuelles. Si aujourd'hui on regarde toutes les méthodes qui sont aujourd'hui recommandées dans la prise en charge des enfants autistes, toutes, l'ABA, le TEACH, le EX, le Denver, toutes, elles s'appuient sur ces 5 principes pour l'imitation, la répétition, la diversification, le renforcement et la hiérarchisation des informations contextuelles, donc la simplification du contexte dans les méthodes de prise en charge. Donc, on s'appuie sur ces 5 principes-là, peu ou prou. Quelles que soient les méthodes qu'on utilise, un peu plus, un peu moins de chaque, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça explique aussi pourquoi ces prises en charge sont intéressantes. Je suis désolé de passer comme ça. Les personnes autistes, et là on va parler des enfants autistes ou des adultes autistes, ont une logique particulière.
ils ont une logique idiosyncratique, ils font des liens idiosyncratiques. Tout à l'heure, j'évoquais la pluie d'arbres. Mais je me souviens d'un garçon de 15 ans qui débarque à ma consultation et qui me fait la proposition suivante. On peut faire l'hypothèse que quand on meurt, on a une âme qui va quelque part. Si elle va quelque part, elle est extraterrestre. Eh bien, les extraterrestres, c'est notre âme. Et donc, moi, j'étais assez bluffé par cette proposition que j'ai trouvée absolument mignonne et élégante. Et finalement, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi lui, il construit un truc aussi mignon et aussi élégant, et pourquoi moi, je ne peux pas faire ça. Et en essayant d'éclairer cette question, je suis tombé sur l'évidence que dans ma culture judéo-chrétienne, il y a une exclusion contextuelle entre âme et extraterrestre. Je peux parler de Dieu, de l'âme, je peux parler des martiens et des extraterrestres, mais les deux en même temps, je ne peux pas. Parce que l'exclusion contextuelle m'interdit ce travail de rapprochement. Et ce gamin n'a jamais vu l'exclusion contextuelle, il a fonctionné par contiguïté. Vous avez là un enfant à qui sa maman explique ce qu'est un coup de foudre et qui le représente. Vous voyez, on voit bien cette représentation à la fois au premier degré et idiosyncratique. Très mignon par ailleurs. C'est aussi à cet objet-là, à ce propos-là, que on considère parfois que la science avance. Les étapes les plus importantes de la science sont franchies quand on arrive à s'affranchir des contraintes contextuelles. Et il y a des gens qui sont dans un champ scientifique capables de le faire et qui permettent une avancée. Ça ne veut pas dire que tous les grands scientifiques, il y a des autistes qui deviennent des grands scientifiques. Mais ça ne veut pas dire que tous les grands scientifiques sont autistes. Ces processus, donc j'ai évoqué tout à l'heure la mélatonine est une hormone qui se met en place à la lumière de l'alternance du jour et de la nuit au cours de la première année de vie, et cette alternance du jour et de la nuit n'influence pas la sécrétion de mélatonine chez 60% des enfants autistes, donc il n'y a pas cette sécrétion, donc ils ont des troubles de l'hormonisme. On a chez 50% des enfants autistes des difficultés de maturation attentionnelle, ils ont du mal à maintenir leur attention sur quelque chose. C'est parfois difficile de faire la part entre l'enfant qui ne peut pas revenir à ce qu'il faisait parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait avant, de l'enfant qui ne peut pas maintenir. D'accord ? Cliniquement, ce n'est pas toujours simple. Mais cette retard de maturation attentionnelle, elle est la même nature que les enfants qui ont seulement des retards de maturation attentionnelle, les enfants qu'on appelle TADA, déficit d'attention avec hyperactivité. Et parfois, les traitements qu'on peut utiliser chez les enfants qui ont un déficit d'attention peuvent être intéressants chez certains des enfants autistes qui ont des difficultés attentionnelles. Ben voilà, on avait dit 45 minutes, j'y suis presque. Hein. Je vais laisser le jeu des questions-réponses. Je vais quand même juste synthétiser un tout petit peu mon propos. L'autisme se diagnostique sur la présence de symptômes, et pourtant, oui, d'accord, ces symptômes ne sont pas spécifiques de l'autisme. Chez les petits-enfants, avant l'âge de 5 ans, en difficulté, on peut observer des symptômes qui sont compatibles avec le diagnostic. Chez des adultes, à certains moments, on peut observer des symptômes qui sont compatibles avec le diagnostic. Alors, supporter un match de football, c'est un petit peu exagéré, mais Bettelheim avait été déporté et dans son stade-là, il avait observé des adultes tétanisés d'angoisse. Et dans cette tétanisés d'angoisse qu'ils étaient dans un renfermement avec des stéréotypies, des balancements. Et donc, il avait le sentiment qu'on pouvait devenir autiste. C'était erroné, hein, mais c'était l'observation qu'il avait eue à ce moment-là. Et donc, les symptômes ne sont pas spécifiques, ils peuvent bouger, on peut avoir des patients qui présentent beaucoup de symptômes à un moment donné, et puis beaucoup moins un peu plus tard, et puis éventuellement à nouveau beaucoup un peu plus tard encore. Donc, ça dépendra des conditions dans lesquelles ils sont et du confort de vie dans lequel ils sont. C'est d'accord, ça c'est le diagnostic d'autisme aujourd'hui tel qu'il est reconnu internationalement. Mais derrière, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Et ces troubles neurodéveloppementaux touchent l'ensemble ou partie des processus de maturation et d'apprentissage implicites. Et ces processus de maturation et d'apprentissage implicites se mettent en place dès la naissance chez l'enfant, par les capacités d'imitation des enfants, par le fait qu'on répète avec eux, par le fait qu'on diversifie, par le fait qu'on renforce et par le fait qu'ils puissent traiter les informations contextuelles. Et chez les autistes, c'est cet aspect, c'est ce dernier aspect-là qui ne fonctionne pas, c'est la possibilité de traiter, de hiérarchiser, de repérer ce qui fait commun dans des contextes différents, les informations contextuelles.
Voilà, je laisse là la place aux questions. Merci beaucoup. Merci, docteur. Donc, du coup, il y a eu pas mal de questions qui ont pu être posées. Alors, on va peut-être commencer en regroupant quelques questions autour, en fait, de la question de l'autisme. Est-il quelque chose qui est acquis? On nous a demandé, est-ce que par des traitements, par exemple, notamment médicamenteux, une personne, au cours de sa vie, pouvait devenir autiste? Non. Non, l'autisme n'est pas acquis, on est autiste. Que des traitements médicamenteux, que des situations de vie puissent provoquer un certain nombre de symptômes compatibles avec le diagnostic d'autisme, oui, bien sûr. On vient de le voir avec l'histoire des camps de concentration. Mais ces personnes n'étaient pas autistes. Elles étaient tétanisées d'angoisse, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, non, l'autisme, c'est vraiment des processus qui touchent le développement très précoce du cerveau avant la naissance. Il y a des médicaments, si je vais aller tout au bout, les causes de l'autisme peuvent être génétiques ou environnementales, ou dans l'interaction entre les deux. Il y a beaucoup de causes qu'on ignore. Mais il y a quelques causes qu'on a repérées, génétiques bien sûr, et puis environnementales. Et notamment, quand les mamans mènent des grossesses sous dépakine, elles peuvent avoir un risque beaucoup plus important d'avoir un enfant autiste. Mais la prématurité s'accompagne aussi d'un risque plus important d'avoir un enfant autiste, la grande prématurité. Donc, il y a des conditions qui peuvent provoquer l'autisme. On se pose beaucoup de questions autour des intrants de l'agriculture, des polluants, etc. Mais devenir autiste secondairement, non. Alors, toujours un petit peu autour de cette question-là, est-ce qu'il est possible de passer à côté d'un diagnostic d'autisme et de le retrouver un petit peu plus tard dans sa vie? Oui, bien sûr. Juste avant de commencer ce webinaire, je recevais une jeune femme de 33 ans, 34 ans, qui se pose aujourd'hui la question d'un éventuel autisme et qui a avancé très convenablement dans les processus développementaux et dans son autonomie, dans sa liberté de choix en tous les cas, et dans son autonomie aussi. Elle est venue toute seule en voiture, de loin. Voilà, et donc c'est seulement maintenant qu'elle se pose la question du diagnostic, et on va faire un bilan diagnostique, scrupuleux, mais la rencontre que j'ai eue avec elle pendant l'heure qu'on a passée ensemble m'invite à penser qu'effectivement, on retrouve chez elle l'ensemble des particularités du fonctionnement des personnes autistes. Donc oui, on diagnostique des gens à tard, à 40, 50 ans parfois. Alors justement, est-ce qu'il est possible, c'était pareil, des questions, de préciser un petit peu, notamment les outils d'évaluation pour la démarche diagnostique? Le diagnostic d'autisme repose sur la présence de suffisamment de symptômes, suffisamment longtemps. Donc, on va utiliser des outils qui nous permettent de voir si on observe ces symptômes. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est notre œil, nos oreilles, la consultation médicale, l'observation directe. C'est le premier et le meilleur des outils. Il n'est pas tout à fait suffisant, il n'est pas tout à fait bon toujours, mais quand il est bien fait, scrupuleusement, quand on y passe le temps, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Comme aujourd'hui, on fait beaucoup de travaux de recherche, dans les travaux de recherche, il y a une difficulté qui est que, est-ce qu'on parle exactement des mêmes choses à gauche et à droite? Si je trouve des résultats de recherche, moi, dans mon coin, et que j'annonce comme ça, je ne sais pas, moi, par exemple, avoir trouvé un traitement dans l'autisme, est-ce que je ne suis pas en train de me moquer du monde? Et est-ce que finalement, je n'ai pas traité des enfants qui n'étaient pas du tout autistes, quoi, voilà. Donc, il faut que nous soyons tous d'accord sur ce que l'on appelle l'autisme. Et donc, il y a des classifications internationales qui ont été mises en place. Et comme c'est très compliqué, l'autisme, on l'a vu ensemble là, on a créé des outils diagnostiques. Et on a créé des outils diagnostiques qui visent à repérer les symptômes. Et donc, on a deux outils diagnostiques principaux. On a un outil qui est une observation directe du patient qu'on appelle une ADOS. Et donc, on a une série d'échanges protocolisés pendant 1 heure à peu près avec un patient et on observe durant cet échange si les symptômes sont présents ou pas. Et puis, on a un deuxième outil qui est l'ADI, qui est un entretien avec les parents, qui vise à préciser, à travers l'observation quotidienne des parents,
si les symptômes sont présents. Et avec deux périodes importantes, qui est au moment où on rencontre le patient, à l'âge qu'il a, et puis quand il avait entre 4 et 5 ans, quand c'est des patients qui ont plus de 5 ans. Et de façon à, on voit bien que la période de 4-5 ans est là très charnière. Et donc, les outils diagnostiques, oui, c'est d'autres observations cliniques, c'est la dose et c'est l'ADI. Évidemment, il est nécessaire, quand on voit un enfant autiste et qu'il va s'agir de l'accompagner dans son développement, que l'on ne s'arrête pas au strict diagnostic, mais qu'on fasse aussi un bilan fonctionnel. C'est-à-dire où est-ce qu'il en est et de quelles aides a-t-il besoin. C'est complémentaire, ce n'est pas lié au diagnostic. Le diagnostic, lui, ça s'arrête là. Le bilan fonctionnel, lui, il visera à proposer des prises en charge. D'accord. On avait aussi une question un petit peu plus ciblée, dans la mesure où, je reprends tel quel, comment est-il possible que certains enfants TSA soient invisibles durant leur scolarité? Il y avait notamment la question, est-ce qu'il pouvait s'agir de faux positifs ou de fortes capacités d'adaptation? Du fait qu'en fait, ils masquent complètement leurs difficultés, notamment sur leur période de scolarité. L'un ou l'autre, ça revient au même. Le faux positif, c'est celui qu'on ne repère pas. Et si on le repère un jour, il est plus faux positif, il devient un vrai positif. Je dis ça comme ça, mais donc les deux aspects, faux positif et masquage, me semblent être très, très proches de ce que ça signifie. Oui, il y a des enfants autistes qui sont très habiles à s'appuyer sur l'observation des autres et à faire comme les autres dans un mimétisme social tout à fait de très bonne qualité. Et ces enfants autistes peuvent tout à fait passer un temps inaperçu. Malgré tout, si on les interroge au moment où le diagnostic se pose, pour eux, on a la plupart du temps des témoignages assez particuliers de la période de scolarisation et de leur socialisation. Je me souviens de cette jeune femme qui m'expliquait qu'elle avait passé ses 4 années de collège. Toutes les récréations, j'étais derrière une haie à observer les autres pour voir comment elles fonctionnaient. Et en plus, je mangeais la haie, dit-elle en rigolant à ce moment-là. Bien, cette jeune femme a passé 4 ans de collège derrière une haie pendant toutes les récréations. Personne ne l'a repérée. Donc, elle est passée inaperçue. Est-ce que c'est parce qu'elle avait par ailleurs un bon mimétisme social? Elle essayait d'observer comment faisaient les autres. Elle trouvait que les filles de son âge étaient d'un ridicule total à vouloir absolument se maquiller et plaire aux garçons. Mais par ailleurs, elle est passée inaperçue. Mais est-ce qu'elle est vraiment passée inaperçue ou est-ce que c'est nous qui ne l'avons pas aperçue? C'est quand même questionnant. Et donc, systématiquement, quand ces patients viennent nous voir adultes et qu'on a l'impression qu'ils ont traversé tout leur parcours scolaire d'une façon facile, oui, d'un point de vue strictement cognitif et d'apprentissage, c'était facile. D'un point de vue relations sociales, c'était beaucoup plus compliqué. Alors parfois, ils avaient 1 ou 2 amis, donc ça jouait le jeu, quoi. Hein. Mais c'était souvent beaucoup plus compliqué. Et parfois, c'était parce qu'on ne les observait pas bien, quoi. Ils sont mignons, ils embêtent personne, ils sont bons élèves. Ils sont silencieux, ils respectent les règles. C'est quand même idéal, un élève comme ça, non? Donc voilà, un élève autiste peut être un élève idéal parfois. On avait aussi eu quelques questions autour des stéréotypies. On voulait que vous citiez peut-être quelques exemples. On avait une question qui était: est-ce que fermer les yeux est une stéréotypie? Et on avait aussi peut-être besoin d'avoir des informations sur tout ce qui concerne les stéréotypies autour de la récupération. Les stéréotypies sont très diverses, très variées. Et il est difficile d'en établir une liste exhaustive. Il faut faire attention quand même, vous parliez de clignement des yeux, des stéréotypies qui peuvent éventuellement être des tics du visage. Il faut attendre, et on pourrait avoir des tics vocaux aussi. Donc là, il faut faire un peu attention parce qu'on a ce syndrome de Gilles de la Tourette, qui est défini par le fait d'avoir des tics du visage et éventuellement des tics vocaux, souvent c'est associé, qui sont présents et qu'on peut traiter comme tels, et qui sont très souvent présents
qui sont plus volontiers présents dans l'autisme. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que dans le syndrome de Gilles de la Tourette, ces tics apparaissent plus volontiers dans les moments d'émotion. Dans l'autisme aussi, on vient de le voir, dans les moments d'émotivité, il y a plus de perte de contrôle des mouvements. Donc, vous voyez, l'émotion, paradoxalement, l'émotion, elle n'est pas nuancée chez les enfants autistes, elle n'est pas nuancée chez les personnes autistes, mais elle fonctionne de la même façon d'un point de vue du fonctionnement cognitif, que ce soit chez les autistes ou que ce soit chez les non-autistes. Elle n'a pas les mêmes conséquences, mais elle fonctionne de la même façon. Et donc l'émotion, oui, nous fait perdre le contrôle. Et c'est vrai aussi dans les maladies, dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Bon. Et par ailleurs, on observe des stéréotypes de toute espèce. Chacun y trouve sa... Je parlais tout à l'heure de cette jeune femme qui a passé ses années d'études à Nantes, puis à Vannes, puis non, à Nantes et à Vannes, je crois, qui est devenue documentaliste. Elle me raconte que toutes ces années, tous les soirs, quand elle sort de la fac, elle va courir pendant 1 heure dans la ville. Certaines inquiétudes des parents, hein, savoir que leur fille allait courir tous les soirs dans la ville toute seule, comme ça, ce n'était pas toujours très rassurant. Mais enfin bon, elle a eu de la chance, elle n'a pas eu d'ennui. Elle arrive, elle rentre enfin chez ses parents pour trouver du travail en Bretagne Nord, et dans un premier temps, avant de trouver du travail, elle habite chez ses parents. Et elle trouve que plus intéressant que de courir dans la ville pendant 1 heure, courir pieds nus autour de l'arbre qui est devant la maison, ça c'est vraiment bien. Et donc tous les soirs, quand elle rentre, elle court pendant 20 minutes pieds nus autour de l'arbre devant la maison. Donc vous voyez, ces stéréotypies évoluent. Il y a des stéréotypies qui sont très, très gênantes d'un point de vue social. Et donc les parents font un travail important pour essayer de limiter l'expression de ces stéréotypies. Mais ceux qui ont fait ça disent toujours ça a été remplacé par d'autres formes de stéréotypies. Toujours. Et ça veut dire qu'il faut, pour ces stéréotypies de récupération, leur laisser la possibilité de se récupérer. Ça par exemple, si je pars en classe verte et que l'enfant autiste vient avec nous parce que ça se passe assez bien, ben, il faut que le soir, il puisse avoir un temps tout seul, pas très longtemps, 1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure parfois, tout seul où il puisse se laisser aller à ces stéréotypies pour pouvoir faire face. Alors, il peut tenir pendant 8 jours. Il peut pendant 8 jours de l'échange et tout se passe bien. Mais le retour, c'est très difficile. Il a accumulé tellement de fatigue que les 15 jours, 3 semaines qui suivent sont très compliqués. Donc, il faut pouvoir offrir ça. C'est ce que font les classes de RIPI, le dispositif Aramis ici. La possibilité que les enfants autistes scolarisés en classe traditionnelle puissent sortir un temps de la classe, prendre le temps de se récupérer pour revenir. Et l'expérience que j'ai évoquée tout à l'heure avec les classes vertes doit être mise à profit à ce moment-là. N'allons pas jusqu'au bout de leur épuisement. Essayons de leur proposer des moments de récupération avant qu'ils arrivent au bout du bout, parce que ce bout du bout sera beaucoup plus long à récupérer. Si on leur proposait quelques petits moments de récupération comme ça au fil de la journée, ça leur faciliterait beaucoup les choses. C'est les stéréotypies de récupération. Il y a évidemment les stéréotypies que l'on observe dans les moments d'émotion, on les a évoqués, et puis les stéréotypies d'autostimulation. Quand je ne pense à rien, ça, faut penser. Alors, ça peut être plus sophistiqué que le mouvement des doigts dans les yeux. Autour du langage, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les prémices du langage? Il y avait une question concernant un adolescent non-verbal qui chantonnait ou qui poussait des cris d'animaux. Peut-on considérer ça comme des prémices du langage? C'est très compliqué cette affaire. Alors, écrit d'animaux, non. Je ne crois pas. Chez vous et moi non plus, c'est pas du langage. Chantonner, oui, on observe volontiers que des enfants autistes peuvent être capables de chanter des chansons et ne parlent pas. Ils n'utilisent pas le langage dans le quotidien. Comme si ça ne se traitait pas exactement au même endroit là-haut. Comme s'il n'y avait pas de transfert
d'une région qui traite, je chante des chansons, à une région qui traite, je parle avec les autres. Les prérequis du langage chez les enfants autistes, c'est compliqué. D'abord, les prérequis du langage, c'est compliqué. Parce que les prérequis ont été construits, historiquement, sur l'observation qu'on avait des étapes de développement. Et qu'à certaines étapes, il fallait avoir fait ça, ça, ça. Et très longtemps, on a considéré, par exemple, dans les prérequis du langage, que le pointage proto-déclaratif, la possibilité de montrer quelque chose d'intéressant et de partager l'intérêt sur cette chose, l'attention conjointe, pouvait être des prérequis du langage. Mais on se rend compte qu'on a des autistes qui parlent très bien et qui n'ont pas ces prérequis. Donc, si c'est pas s'ils arrivent réussi à mettre en place le langage, mais qu'ils n'ont toujours pas de pointage protodéclaratif, ça veut dire que le pointage protodéclaratif n'est pas un prérequis, puisqu'on peut mettre le langage sans. Donc, vous voyez, ces histoires de prérequis sont très compliquées. On a été pendant tout le XXe siècle, le modèle développemental qui nous a accompagnés tout ce XXe siècle, un modèle magnifique, hein, c'est le modèle piagétien, où on avait des étapes de développement. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas des étapes. Que ça se met en place tout en même temps, sur un mode implicite, pas à la même vitesse, mais tout en même temps. Alors, on pense qu'il y a des fenêtres d'ouverture. On pense que, par exemple, la maturation neurosensorielle, oui, vraisemblablement, si on pouvait la permettre chez les personnes autistes avant l'âge de 2 ans, à ce moment-là, ils auraient moins de gènes neurosensoriels secondaires. Et qu'après 2 ans, c'est très difficile de récupérer ça. Donc, ouais, vraisemblablement, dans les processus de maturation, il y a des moments où c'est ouvert et des moments où c'est figé, ça y est, c'est bon, c'est figé, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, et je reviens sur le langage. Quand le premier enfant autiste qu'on a vu qui parlait, j'étais à l'époque au centre de ressources autistes de Brest, en Bretagne, et pendant 2 ans, on avait vu des enfants autistes qui n'avaient pas de langage du tout, qui étaient exactement la représentation que se faisait à l'époque de l'autisme. Et puis tout d'un coup, arrivent coup sur coup 3 enfants de suite qui parlent. Alors attention, hein. Je pense à cet enfant, il parlait, c'est-à-dire que pendant 1h30 de séance de jeu avec nous, il a répété exactement la même phrase, très stéréotypée, qui était « Ouais, bravo, formidable, tu as réussi, super !» « Ouais, bravo, formidable, tu as réussi, super !» En fait, il répétait la phrase que lui répondait l'ordinateur quand il avait appuyé sur le bon bouton. Mais quand même, il parlait, et les parents témoignaient qu'il était capable de parler autrement que ces soples unités de langage-là. Je vois les parents pour le questionnaire de la DI, et une des questions que je leur pose au début, c'est à quel moment vous êtes-vous inquiété ? Et la maman, dans une magnifique forfanterie, ne répond jamais. Encore aujourd'hui, je ne suis pas inquiète. Le papa répond à ma question. À 18 mois, on a vu que ça avait basculé. Alors, moi, intéressé par cette réponse de la maman. Mais comment ça, vous n'étiez pas inquiète ? Non, non, vous comprenez, il avait 24 mois, il adorait passer son visage dans les branches du saule pleureur dans le jardin. Ça durait 4 heures par jour. Un peu surpris, mais vous n'étiez pas inquiète ? Non, non, je trouvais ça très romantique. Et donc, je lui récitais des poèmes. Donc, d'abord, 2 choses. Admirons l'extraordinaire capacité qu'a cette maman de faire fonctionner quelque chose. Évidemment qu'elle est folle d'inquiétude. Mais elle a décidé de ne pas rester dans le silence et pas d'être sidérée par ça. Elle a récité 4 heures par jour, tous les jours de l'année, pendant 2 ans, les quelques poèmes de Verlaine et de Rimbaud qu'elle connaissait. Le môme, il a commencé à parler en récitant par cœur du Verlaine. Ça ne sert à rien, hein, dans la vie. Mais c'est comme ça qu'il a mis en place le langage. Aujourd'hui, il écrit des bouquins, il a une licence de français. Donc, c'est un mode de mise en place du langage qui est très plaqué, qui est très stéréotypé, qui est très dans l'imitation presque, hein, mais qui lui permet de... Je me souviens d'un autre témoignage d'un garçon qui avait 5 ans, qui était en grande section de maternelle, il était en Belgique, et il ne parlait pas du tout, il regardait la télé beaucoup, il était très intéressé par Candy, et on met une petite fille dans sa classe au milieu de l'année qui débarque là, et elle pleure tout le temps. Et alors, ça me cassait vraiment les oreilles, hein. Alors, comme dans Candy, j'avais vu qu'il y avait un personnage qui disait à l'autre « T'es plus jolie quand tu ris, quand tu pleures ». Et que Candy s'est arrêté de pleurer. Alors, j'ai essayé le truc, quoi. Et donc, ce petit mot, la première chose qu'il a dit dans sa vie, c'est « T'es plus jolie quand tu ris, quand tu pleures ». Tout ça pour obtenir que ces petites filles arrêtent de parler, de pleurer. Et ça a marché. Et donc, c'est dit à ce moment-là, je me suis dit « Tiens, on peut peut-être organiser des choses, des sons avec la bouche qui ont des influences sur le monde ». Et il a commencé à mettre en place le langage comme ça. Donc, vous voyez, les prérequis du langage chez les personnes autistes, c'est très compliqué. Maintenant, quand je vois des enfants autistes, moi, petits,
qu'ils aient un peu de langage ou qu'ils n'aient pas de langage, je leur recommande deux choses. D'abord, des prises en charge adaptées à la mise en place du langage, et le PECS en est une. Ce n'est pas la seule, mais prototypant, c'est celle qu'on utilise le plus volontiers. Et puis, je les envoie chez un orthophoniste. Il est absolument nécessaire qu'ils fassent de l'orthophonie. Mais je ne travaille pas les prérequis. Vous avez parlé du PECS, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de questions aussi sur l'accompagnement. Est-ce que certaines méthodes, selon vous, seraient peut-être plus efficaces que d'autres? J'ai essayé, à la fin de mon propos, d'éclairer ça. Oui, bien sûr, il y a certaines méthodes qui sont plus efficaces que d'autres. D'abord, nous avons à notre disposition un certain nombre de méthodes. Alors, oui, pourquoi? Parce que les méthodes de prise en charge recommandées aujourd'hui dans la prise en charge des enfants autistes s'appuient sur 5 principes qui sont l'imitation, la répétition, la diversification, l'encouragement et la simplification du contexte. Et ça, toutes, peu ou prou. Et on joue avec un peu plus de simplification, un peu plus de répétition, un peu plus de gratification, enfin bon, on joue avec tout ça. Et on adapte à chaque enfant. Ça marche pas. Ça ne marche pas, on se laisse le temps de se pencher, on a 2 mois. Et si pendant 2 mois, on se tue à faire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, eh bien, c'est qu'il faut changer de méthode. Il faut adapter, il faut faire évoluer un tout petit peu la façon dont on s'y prend. Je prends un exemple. C'est des exemples que j'ai vécu moi au centre expert autisme. On considérait que pour être acquis, un comportement doit pouvoir être répété par un enfant au moins 5 fois dans des contextes un peu différents. D'accord? Et donc, on se creusait la binette à obtenir 5 fois la répétition avant de passer à autre chose. Il y a des enfants autistes qui ne supportent pas ça. Ils l'ont fait une fois, c'est bon, ça va comme ça. Pourquoi je recommence? J'ai déjà fait. Pourquoi je vais réciter une deuxième fois ma leçon? Pourquoi c'est bon, je l'ai fait. Et donc là, il convient de diversifier plus volontiers les choses, plus rapidement. Donc vous voyez, ces méthodes, il faut jouer avec et les adapter à chaque enfant. Mais peu ou prou, elles reposent sur ces 5 principes-là. Après, que ce soit du PECS, que ce soit de méthode de Makato avec les gestes, ça sera adapté à chaque enfant, on verra bien. Le PECS, ça ne marche pas toujours parce qu'il faut pouvoir distinguer des images, alors peut-être qu'il faut pas utiliser des objets, etc., etc. Vraiment, sincèrement, les 5 principes sont toujours les mêmes. Et derrière, il faut le décliner pour chacun des enfants. On ne risque rien d'essayer des choses. On risque tout de s'obstiner dans l'erreur. Très bien. Écoutez, il y a vraiment beaucoup de questions. Du coup, il y a peut-être 3 thématiques qui pourront être abordées avant qu'on termine le webinaire. Donc, il y avait des questions aussi assez ciblées sur l'endormissement. Il y a des participants qui connaissent l'usage de la mélatonine. Donc, peut-être reprécisez-vous pour ceux qui ne connaissent pas et qui demandaient notamment pour des adolescents qui dorment peu par nuit, s'il y avait d'autres traitements qui pouvaient, selon vous, être préconisés. Alors, les problèmes d'endormissement sont très souvent liés à des problèmes de sécrétion de mélatonine. On ne fait pas de dosage de mélatonine dans la pratique courante, médicale. Et donc, la clinique là, va nous parler. Si j'ai des difficultés d'endormissement qui sont déjà anciennes, à ce moment-là, on peut tenter un traitement par mélatonine qui permet un endormissement. Parfois même, c'est des difficultés d'endormissement plus récentes et la mélatonine marche quand même pas mal. Mais elle marche aussi chez vous et moi. Si on a des difficultés d'endormissement, on sait qu'on peut traiter, en vieillissant, on s'endort moins bien. Et bien, on peut traiter ces difficultés d'endormissement par la mélatonine. Parfois, ça marche assez bien. Et pourquoi je privilégie d'abord la mélatonine? Parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Ce n'est pas un sédatif, c'est un inducteur de sommeil. Et donc, oui, première attention, on essaie de la mélatonine. J'ai des patients qui prennent de la mélatonine, ils s'en portent très bien, et puis après ça, ils finissent par se connaître mieux et savoir que là, ils vont s'endormir sans difficulté, donc ils en prennent pas, et puis que là, ça va être difficile, ils en prennent, donc ils en prennent parfois une fois de temps en temps, par semaine, voilà. Quelles sont les alternatives? Les alternatives sont de 2 natures. Les alternatives sont, si ça ne marche pas, il faut que je trouve un traitement sédatif. Et un traitement sédatif, c'est quoi? C'est j'assomme, je m'assomme moi si je prends un traitement sédatif moi, ou j'assomme mon patient si je lui donne un traitement sédatif. J'impose le sommeil en sédatant. Et là, on a plusieurs possibilités. On a des enfants qui bougent beaucoup, donc on peut penser que peut-être la DARAS, qui est un traitement
antihistaminique qu'on donne dans les allergies peut, qui a comme effet secondaire d'être sédatif, semble être plus efficace sur cette hyperactivité. Et donc, on peut penser que peut-être la Tarax peut là fonctionner mieux. Et puis finalement, la Tarax a comme bénéfice de ne pas avoir d'accoutumance et de ne pas d'avoir une demi-vie assez courte. Donc, au matin, si on prend des doses pas trop fortes, de ne pas être trop ensucré. Puis sinon, on a les traitements sédatifs. Alors, les traitements sédatifs, chez les enfants, c'est quand on donne du Nopron, quand on donne du Terralène, on donne des neuroleptiques. Hein. Et il y a tous les autres neuroleptiques. Alors, le tertian, le nosinant, c'est des neuroleptiques qui sont plus volontiers sédatifs. Donc, on peut les utiliser en solution buvable. Donc, ça permet de doser exactement en essayant de trouver la dose qui permette l'endormissement et le maintien du sommeil sans être trop ensucré le matin. C'est-à-dire que le geste, c'est quand même que le matin, il puisse être efficace. Voilà à peu près les alternatives. Alors après, on peut avoir des alternatives qui ne reposent pas sur des stratégies médicamenteuses, qui sont des alternatives qui font appel à la relaxation, à la détente. Ça marche plus ou moins bien. Mais évidemment, quand ça marche, ça marche. Et puis après, des parents me disent, mais moi j'ai essayé tel sirop que m'a recommandé mon pharmacien, ça marche très bien. Bon, écoutez, alors à ce moment-là, voilà, telle plante, tel machin. Si ça marche, ça marche. Ça ne me pose aucun problème. S'il n'y a pas d'effet secondaire, si on ne met pas en danger l'enfant ou l'adulte avec tel ou tel traitement, je ne vois aucune raison. Et si ça marche, je ne vois aucune raison de dire que ce n'est pas bien. Concernant la génétique, des tests sont-ils existants pour détecter l'autisme? Et aussi, est-ce que ça peut être détecté durant la grossesse? Alors, deux choses. Aujourd'hui, quand on cherche les causes de l'autisme, elles sont considérées comme génétiques dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'il y a dans la population générale 1 à 1,5% de personnes autistes. Donc, 1 ou 1,5% des enfants qui vont naître seront porteurs d'un autisme. Et que quand on regarde combien il y a d'enfants autistes, quand il y a un frère autiste, on est à 10%. Et que quand il y a 2 frères autistes, on est à 50%. Et puis, il y a les études sur les jumeaux. Les jumeaux hétérozygotes, c'est-à-dire les faux jumeaux. Quand l'un des deux est autiste, dans 10% des cas, l'autre est autiste. Et quand c'est des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qu'ils partagent le même capital génétique, quand l'un des deux est autiste, dans 70 à 90% des cas, l'autre est autiste. Ce n'est pas 100%, mais c'est beaucoup plus que ne le voudraient les 1,2%. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de génétique qui doit intervenir. Pour les généticiens, c'est un fort indice de la responsabilité génétique. Quand on cherche les gènes et on améliore notre technique d'analyse du génome, j'allais dire presque jour après jour, mais oui, ça on progresse beaucoup. Aujourd'hui, on retrouve dans environ 10% des cas des anomalies génétiques. Mais dans 90% des cas, on ne retrouve rien. Donc, nos capacités d'analyser le génome sont bien meilleures, mais ne nous permettent pas encore d'éclairer les processus génétiques par lesquels un autisme se déclare. La deuxième question, c'est sur le diagnostic prénatal. Non, en aucun cas. On vient de faire un travail qui a eu quelques retentissements médiatiques là dernièrement, où on a montré qu'à 2 jours de vie, mais à 2 jours de vie, pas avant, sur les données de la grossesse et des 2 premiers jours de vie, on pouvait repérer des enfants autistes dans 40% des cas. Ce travail est très imparfait, c'est un premier travail. Pour l'instant, on a juste fait le vrai travail qu'on a fait. On a pris des enfants autistes de 5 ans et on a remarqué que peut-être on aurait pu les repérer à 2 jours de vie. Et ils ont 5 ans. Ça ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Il va falloir qu'on confirme ce travail-là. On verra bien s'il se confirme. Et dans le meilleur des cas, on arrivera donc à pouvoir éventuellement repérer l'autisme à 2 jours de vie. Ça a des conséquences très importantes sur les prises en charge et sur les processus de maturation que j'évoquais tout à l'heure. Et la manière dont il faudra les prises en charge, même si on n'a pas beaucoup d'idées aujourd'hui, la façon dont il faudra s'y prendre. Jouer sur le contexte sûrement, mais de quelle façon, c'est très compliqué. Mais anténatal, non, en aucun cas. Ça alimente le fantasme, notamment chez les personnes autistes Asperger de haut niveau, qui ont aussi une existence au monde différente, mais qui revendiquent aussi cette différence comme étant une richesse au monde. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Et donc,
Quoi, vous voulez nous faire disparaître? Et là, très sincèrement, d'un point de vue strictement éthique, je pense que si on devait arriver au résultat un jour, voilà, que de pouvoir diagnostiquer les maladies mentales, l'autisme, la schizophrénie, avant la naissance, pour aboutir à un eugénisme, on changerait de monde. On n'aurait plus Rousseau, on n'aurait plus Rimbaud, enfin, ce ne serait pas le même monde. D'accord? Donc, c'est des questions très, très complexes, mais en tous les cas, je suis très heureux qu'aujourd'hui, on ne puisse pas le faire. Alors, dernière question, du coup, je vous laisserai conclure là-dessus, et puis une fois que vous aurez répondu, on mettra fin à ce webinaire. Il y avait aussi des questions, on a parlé tout à l'heure de la mélatonine pour l'endormissement. Il y avait des questions autour des traitements donc médicamenteux qui pouvaient accompagner le quotidien de personnes TSA et baisser leurs difficultés au quotidien. Donc, est-ce que vous pouvez préciser certaines choses là-dessus? Et du coup, ça sera notre dernière question. Oui, bien sûr, mais c'est une chose importante. On a, si vous voulez, on a 4 types de traitements possibles dans l'autisme. On a des traitements qui visent à agir sur des processus de maturation neurobiologique qui ne se sont pas mis en place. La mélatonine est l'exemple, mais la ritaline dans les troubles de l'attention. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur des processus de maturation qui sont l'endormissement ou qui sont l'attention. On a des traitements qui agissent sur certains aspects, sur certaines comorbidités. Si j'ai un syndrome de Gilles de la Tourette, on sait que l'Abilify à très, très, très faible dose est un assez bon traitement du syndrome de Gilles de la Tourette et on supprime les tics à la fois du visage et verbaux. On peut imaginer que si je fais une dépression, on a un traitement contre la dépression. Il faut les manier avec un peu de précaution. Mais donc, on a ces traitements, on a, premier type, les traitements qui agissent sur les processus de maturation. Deuxième type, on a des traitements qui agissent sur certaines comorbidités. Troisième chose, on a des traitements qui agissent sur certains symptômes. L'agressivité, l'agitation. On a 2 traitements qui ont obtenu l'AMM dans l'autisme, dans ces situations d'agressivité ou d'agitation, que sont le risperidone et la ripiprazole, enfin, l'Abilify et le risperidone. Oui, d'accord, c'est très intéressant, ça marche assez bien, il y a beaucoup de travaux qui le montrent, au prix d'effets secondaires qui sont présents et au prix d'un effet psychique aussi, hein, de réduction des capacités d'adaptation psychique. Et puis surtout, ce qui me questionne dans la prescription de ces traitements-là, c'est qu'il faut, avant de procéder à une prescription de cette nature, savoir pourquoi ces comportements sont apparus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en gros, on est sur 2 types de réponses. 9 fois sur 10, l'enfant a mal quelque part. Mais il n'est pas capable de le dire, il n'est pas capable de situer la douleur. Et c'est parfois très difficile de résoudre ces questions. On progresse beaucoup grâce à Andy Consult ici dans le Limousin, mais que ça se développe pas seulement dans le Limousin, ça se développe partout, à Limoges, où on a une équipe de médecins qui sont de plus en plus pointus et spécialistes dans les troubles médicaux, dans les troubles somatiques des personnes autistes, et qui résolvent beaucoup de problèmes, les dents, l'estomac, plein de choses. Et donc, il convient, avant de procéder à une prescription de cette nature, de s'assurer que l'enfant n'a pas mal quelque part. Et puis l'autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'environnement qui n'est pas suffisamment bien adapté pour provoquer ces troubles. Est-ce qu'il ne convient pas d'abord de reprendre l'adaptation du contexte et de l'environnement? Et si on fait ce travail-là, dans les deux, et que malgré tout, il y a des troubles du comportement qui persistent, à ce moment-là, oui, on doit se résoudre à proposer un traitement par neuroleptique. Enfin, quatrième type de traitement, on commence, alors, bon, voilà, j'ai découvert il y a quelques années avec Benary le premier traitement d'autisme avec un diurétique. Et donc, on a beaucoup avancé dans la démonstration d'efficacité de ce traitement. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites, à la fois par nous et par des équipes étrangères. On a signé avec l'Agence médicale européenne un programme d'investigation pédiatrique de façon à obtenir l'AMM.
Et il est vraisemblable que c'est très long tout ça, ça demande des moyens importants. Mais tel que j'entends les choses, il est vraisemblable que l'on obtienne l'AMM dans les mois qui viennent. J'espère avant la fin de l'année. On a à peu près fini les 7 phases 3 et les résultats semblent assez positifs, assez favorables et devraient nous permettre de pouvoir proposer ce traitement d'une façon plus large et pas seulement dans des expérimentations et par tous les médecins. Ce traitement ne marche pas toujours, comme tout traitement, et il a des inconvénients comme tout traitement. Donc, dans toute prescription, hein, on se pose la question, est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que les effets secondaires valent le jeu des effets positifs ou ne valent pas le jeu? Merci beaucoup.